aussi votre association, le collectif des Amazirs de France, pour la construction de la démocratie au Maroc. C'est un projet qui nous tient à cœur. Nous voulons la démocratie au Maroc. Et vous, en étant ici en France, donc nous avons beaucoup d'espoir que vous, par vos contacts de la société, des intellectuels, des journalistes, pour que tout le monde, pour que ces gens-là prennent en compte le combat que mènent les Amazirs. Il ne faut pas, donc il faut expliquer que dans notre combat, ce n'est pas un combat de communautaire. Le Maroc, par sa géographie, jusqu'à la Libye, on l'a toujours appelé, on l'a toujours appelé soit la Berbérie, chez les musulmans, les arabes musulmans, un Maghreb islamique. Mais jamais une terre arabe. Alors depuis les années 60, avec l'expansion du panarabisme, les choix au Maroc, les choix politiques du Mahzan, autoritaires, ont décidé, les gens qui occupaient les responsabilités d'État, ont décidé que le Maroc devienne arabe. Alors que l'Afrique du Nord a toujours été une terre berbère, c'est Tamzra. Donc dans notre combat, nous souffrons parce que chaque fois qu'on dit que nous voulons retrouver notre identité, cette terre a un nom. Ce n'est pas l'Arabie. L'Arabie, nous respectons l'Arabie, nous respectons les Arabes dans leur terre. Comme ils ont leur terre, nous avons notre terre. Donc il n'y a pas de raison que les autres, qu'en Arabie, ils sont fiers d'être dans l'Arabie et ils n'aiment pas que d'autres viennent mettre les pieds chez eux, surtout les puissances étrangères, je dis bien militaires, et que nous, ils acceptent que l'Afrique du Nord devient Maghreb arabe. Donc ça a été notre... Donc ça n'a pas été... Moi j'ai milité de l'USFP, je connais tous les gens de l'USFP, j'ai milité plus de 30 ans de l'USFP. Je sais que j'avais des responsabilités. J'ai même passé 3 mois comme directeur central du parti parce que j'étais révoqué de l'enseignement en 1979. Donc j'ai passé, donc on m'a dit, donc maintenant tu viens à Rabat, donc j'ai passé 3 mois. Donc je connais l'USFP, j'ai vécu, je suis parmi les gens qui ont fondé la CDT, parce qu'avant j'ai fait une formation syndicale, l'UMT, mais j'ai toujours souffert parce que même à l'intérieur de l'USFP à l'époque, quand on leur disait, quand on parlait de Berbère, les gens me disaient, ah oui, Dahil Barbari. Puis vite, les gens, donc, instinctivement, ah non, bah écoute, assez de nous parler, encore de faire revivre le Dahil Barbari. En 1976, c'était donc le Maroc voulait entrer dans l'étape démocratique à cause de la question du Sahara. Et l'Algérie avait commencé ses élections, les premières élections. Donc le Maroc aussi a décidé de faire, c'était les premières élections de 1976, c'est-à-dire relativement correct par rapport à ce qu'il y avait avant. Et l'USFP avait décidé de participer. Et donc, avant la campagne, Abdelrahim Bouhabid, on a invité Abdelrahim Bouhabid pour un meeting à Azaro. Alors le matin, il avait passé la nuit, donc c'était Ifrane, le matin je suis allé l'accompagner. Au cours de la route entre Ifrane et Azaro, donc je lui ai parlé de la région, de parler des problèmes de ces tribus, de ces gens-là, qui ont vu leur terre spoliée par la colonisation française et après l'indépendance n'ont pas retrouvé leur terre. Ces gens-là, ces paysans n'ont pas retrouvé leur terre. La forêt qui est devenue propriété d'État
les eaux et forêts, et que les gens qui y vivent, dont ils constituaient leur environnement naturel, ne pouvaient pas en profiter. J'ai dit dans cette situation-là, parce que je suis moi du Moyen Atlas, je suis de Moulman. Je sais ce que souffrent ces nomades, ces paysans qui vivent dans la montagne. Quand je vois l'eau, nous en hiver, nous avons la neige sur les hauteurs du Moyen Atlas. Ces neiges-là qui fondent, qui deviennent des sources de l'eau. Donc elles donnent des rivières, Watsbo, je parlerai de Sbo, et de Omarber, qui prend naissance au Moyen Atlas, qui traverse, vous connaissez, mieux que moi encore, vous connaissez le trajet que fait Omarber, qui passe, qui va irriguer des régions, enrichir d'autres régions, mais que les gens qui sont sur place ont des difficultés à trouver, à creuser un puits. Et que cette eau-là qui ne leur sert, qui leur sert à rien, même les impôts, on pouvait au moins reprendre quelque chose sur la richesse des terres qu'ils irriguent et construire des écoles, des routes dans ces montagnes. La même chose pour le Sbo. Donc le Sbo, il contourne le Gharb jusqu'à Knetra, mais les gens n'en profitent pas. Le sous-sol, ce sont toujours les gens, donc il y avait des mines à côté d'eux, mais les gens n'en profitent pas. Pourquoi? Parce que, on ne sait pas. Donc, quand on cherche un petit peu sur les pouvoirs, les centres de décision, les centres de pouvoir, on ne trouve pas de gens. Les Berbères n'étaient pas préparés, peut-être à certaines fonctions, sauf militaires, les militaires au Dakhiliya, pour maintenir l'équilibre du système. Ça, on le trouve. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, quand j'ai parlé à Abdrahim Bouabi, je lui ai présenté son téléphone et à Zoro. Bon, il m'a écouté, puis une fois sur place, je l'avais présenté en arabe, puisque j'avais devant moi une partie de la population qui était des Amazirs, des femmes, des vieux, des paysans. Je l'ai présenté en Tamazigh. J'étais là en Tamazigh. Alors bon, donc c'est passé, peu importe, mais le lendemain, les camarades m'ont fait la remarque sur le journal. C'était le Muharrir, donc on dit que le camarade mort, ils nous ont même ignoré mon nom, ils ont dit un camarade qui avait présenté Abdrahim Bouabi l'a présenté en barbaria. Même le mot est choisi. On te dit le barbaria. Que les Amazirs n'ont jamais accepté d'être barbaria. Ils disent nous sommes Amazirs. Donc, face à cette situation, j'étais dans un parti de gauche, un parti qui a une histoire. Puis, à partir des années 80, j'ai vu que le Ba'thiyyin, les pro-baptistes, les arabistes, qui prenaient de l'ampleur au sein de l'USFP. Surtout quand j'étais pendant les 3 mois directeur central du parti. Administratif, pas politique, hein? Pas politique, c'est administratif. Et puis, une autre fois, donc on me dit que donc il y avait un avocat, c'est Bouzouba, qui était ministre de la Justice. Il est mort? Oui, de la Justice. Oui, il est mort depuis longtemps. C'était Abdrahim Yousfi, le gouvernement d'Abdrahim Yousfi. Donc il est mort après. Il avait mis un maîtresse, donc je l'ai accueilli parce qu'il y avait un problème, donc je l'ai accueilli. Nous étions le soir, donc nous sommes sortis ensemble. Voilà un de ses collègues, chez lui à la maison, il nous dit, moi j'étais en Irak, et les Irakiens sont fiers du Maroc, de l'USFP. Ils m'ont dit que dans tous les pays arabes, nous cherchons à créer un parti baptiste, sauf au Maroc, parce qu'il y a l'USFP. Donc nous n'avons pas besoin de créer un parti baptiste au Maroc parce qu'il y a l'USFP. Je dis, qu'est-ce que je fous dans ce parti-là? J'ai essayé, j'ai essayé, surtout que j'avais fait mes études donc en français, donc
je suis quand même imprégné de la culture française. Puis j'étais dans un lycée français pendant longtemps, lycée pour Valérie, de la mission. Et puis je voyais que je suis berbère, et puis les miams, ma langue n'a pas de valeur. Je connais tous les grands de l'USFP, je les connais, je connais Fkrim Sari, donc j'ai eu aussi des contacts avec lui quand il est venu chez moi, quand il est rentré au Maroc. Il dit, c'est Mohamed, le monde entier te connaît. Tu es l'opposant numéro 1 de Hassan, du régime. Mais il y a quelque chose, mais il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas. Il dit quoi? Laquelle? Je lui dis aux gens que tu es Amazigh. Dis-le, déclare-le, déclare que tu es Amazigh. Ah oui, c'est vrai, le barbarie, il me dit, ben écoute, oui, le barbaria, c'est mon père aussi. Mon père a écrit en barbaria, il me parle de barbaria, moi je me parle Amazigh, il me dit barbaria. Donc, à un moment, je me trouvais, je me disais, donc qu'est-ce qu'on fout dans cette. Qu'est-ce qu'on fout là? Donc, j'ai quitté l'USFP pour, avec des amis, pour entrer, pour créer j'ai déjà créé, c'est pas moi qui l'ai créé, mais il y avait déjà, grâce à l'université d'Agadir, il y avait déjà un mouvement amazigh qui se créait. Et on a travaillé, donc nous avons milité longtemps. Notre combat, quand même, a été couronné par la reconnaissance. C'était en 2001, le roi reconnaissait pour la première fois la mazérité. La mazérité, ça veut dire que, donc, avec l'IRCAM, l'institut qui va s'intéresser à la culture amazigh. Comme quoi, c'est quelque chose qui appartient à tous les Marocains, c'est quelque chose d'ancestral. Donc, la culture amazigh dans un État arabe. Quand je cherche la définition, le Maroc, l'identité du Maroc, c'est un État depuis 58, donc il est entré jamais à la Ligue arabe, et puis en 89, ils ont créé le Maghreb arabe. Ça veut dire que les Amazighs n'existent pas. Alors que les Amazighs, ils forment le noyau, l'âme de ce pays. La terre, il n'est pas, maintenant nous avons parmi nous des Marocains, nous avons des Arabes, nous avons des Africains, nous avons des Juifs, mais cette terre appartient à tout le monde. Nous ne nions pas qu'elle appartient uniquement aux Amazighs. Que l'identité de tous les Marocains, c'est la terre qui donne l'identité aux Marocains, aux hommes. En France, quand vous êtes français, ben vous êtes français. Vous n'êtes pas, même si vous êtes arabe ou berbère ou je ne sais pas qui, mais vous êtes français. Au Maroc, non, c'est le Maroc, terre et homme, tout le monde est arabe. Pourquoi? Parce que nous avons une minorité de gouvernants qui se disent arabes. Donc, donc, il a fallu mener un combat. Notre combat, donc, ça s'est terminé en 2011, quand même, par une reconnaissance, pour la première fois, par une reconnaissance de la mazérité comme langue officielle. Aussi, hein, parce que dans le texte, il y a aussi, parce que la langue arabe demeure, dans la Constitution, demeure la langue officielle de l'État. Par contre, de même, la mazérité comme une langue officielle aussi. Et puis, donc, au moins, parce que nous sommes à Paris, bien sûr, c'est un pays de démocrates. Nous sommes quand même, la Rasma, c'est la capitale des valeurs démocratiques, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité. Donc on ne peut pas nier ces avancées, on ne peut pas les nier. Il est là. Hein. Donc, au moins, dans un texte, il y a et la mazère aussi est une langue officielle. Très bien. Le Maroc officiel, soutenu par ses bases, andalous, les ulama avaient signé le traité de protectorat. Et le protectorat, un traité de protectorat, ça veut dire qu'il y avait un protecteur et des protégés. Contre qui? Contre une troisième personne, une troisième partie. C'était les Marocains en général et les Berbères en
particulier parce qu'ils ont mené la bataille du sud jusqu'au nord, jusqu'à 1933. Bouguefre 33, mars 33, fin de la résistance de Bouguefre, après Data. Et 34 au-dessus de Trénéva. Et 34, veut dire Bedou, au-dessus de Bedou, Trénéva. voilà, de Bedou, 34. Alors, les Berbères, quand ils perdaient une bataille, avec le Caïd des Bnemter, ils ont perdu en 1913. Donc les Français l'avaient amené pour signer l'arrêt de la bataille, des batailles. Bon, il lui a dit, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà, donc la guerre a cessé, qu'est-ce que vous demandez? Il a dit, nous ne demandons rien, tout ce que nous demandons c'est que la France nous laisse dans nos us et nos coutumes. Donc on leur a pris bien sûr les terres, bon, donc on dit nous allons prendre les terres, donc vous êtes les plus forts, vous prenez les terres. Et ils ont pris, donc, le Maroc, toutes les terres, c'est comme ça dans tout le Maroc, toutes les terres des tribus ont été prises aux Marocains. Les forêts, les sous-sols, les richesses du Maroc ont été prises aux Marocains qui ont été appauvris et puis marginalisés à partir de ce moment-là. Donc il ne leur restait plus que l'armée, c'est pour ça on en trouve beaucoup dans l'armée. Donc, et en 1934, juste après, c'était la mort de Lyautey, qui était un anti-berbère terrible. Alors qu'on nous dit c'est, vous êtes les fils des enfants de Lyautey. Lyautey, donc ça, il est mort, je crois, en août 1934, et en décembre, le 1er décembre, ils ont sorti une plateforme qui a les revendications, le cahier des revendications marocaines, signé par une dizaine de personnes. Dont celui qui est connu le plus, c'est Alain Cressier, Hassan Ouazzani, Mohamed Diouri, Machid Diouri, Fkir Ghazi, et puis d'autres, donc une dizaine, c'était des jeunes. Ils se présentaient, donc il y avait un document à la main, qui était préparé par qui? Et dont on ne parle pas, par un comité de pilotage. Le comité de pilotage, c'était des grandes personnalités politiques françaises, disons démocrates et de gauche. C'était eux qui avaient préparé l'avènement de ce qu'on allait appeler le mouvement nationaliste. Alors, les gens de Rabat, de Salé et de Fès ont été donc gratifiés parce qu'ils n'ont pas pris les armes contre la France. Et on leur a construit des écoles. Et en 1926, déjà à Fès, la première session de baccalauréat, Fès a connu sa première session de baccalauréat en 1926. Alors que dans les Berbères, il était interdit d'aller au baccalauréat. Tout ce qu'il y avait, c'était un collège berbère à Azron. Un collège. Mais il arrivait au baccalauréat quand même, à Taher, au lycée Taher. Pendant le protectorat, non. Pendant le protectorat, non. C'était... Alors, quand on voulait aller au lycée, il fallait présenter un dossier et puis l'envoyer au ministère, à la direction de l'instruction à Rabat, au ministère de l'Éducation, sous la responsabilité du ministère de la direction à l'époque de l'Intérieur, quand le père ou la famille, quelqu'un de la famille était un ancien résistant, c'était à l'époque, donc il n'y avait pas. Je connais peut-être des gens, personne. Alors, combien le premier berbère qui a son baccalauréat, le premier, Dr Ousseddin, si vous le connaissez, il est à Fès. Dr Ousseddin, Ahmed Ousseddin, à Fès. C'est un natif de 1926, il est vieux, il est grand. C'était le seul en 1949. Regardez,
la différence. Pourquoi? Parce qu'il a eu le baccalauréat, parce qu'il a été exclu du lycée Paris à l'époque, le collège d'Albert d'Azeron, parce qu'ils avaient mené des grèves, et il est allé à l'Eure-Idriss pour avoir son baccalauréat, le premier, un seul. Et les archives actuellement nous disent qu'en 1956, quand le Maroc, après l'indépendance, cherchait ses lauréats, ces élites qui ont fait l'université, ils ont recensé 506 personnes. 506 personnes, dont 6 seulement étaient berbères. Pour vous dire ce que la colonisation a fait des berbères durant son passage, surtout de 1912 jusqu'à 1933. Parce que la France n'a découvert les berbères qu'à partir de la Deuxième Guerre mondiale. En 1934, on a constitué un noyau qui allait être le mouvement nationaliste qui a été formé, constitué par des Français. Ce sont eux qui ont écrit, qui ont élaboré la plateforme. Ce sont eux qui ont, parce que c'est le comité de patron, Pilotage. de pilotage, non, pas pilotage, c'est le comité de réaïa. Patronage. De patronage. Parrainage. Je crois de patron. Ou parrainage, c'est pareil. Il y a un autre. Parrainage ou patronage, c'est Je ne pareil. sais pas si Réaïa, ça peut être. Réaïa, c'est Oui. comité, ouais. C'était eux, donc, parce que c'était eux qui intervenaient entre eux et les autorités du protectorat à l'époque pour en faire des hommes politiques. Et il a fallu attendre en 1934, qu'est-ce qu'ils disaient dans ce livre, dans leur plateforme de 1934, ils ont écrit que la France, ils sont satisfaits du protectorat. Jusqu'à 1934, ils ont dit que ce que nous demandons, c'est que la France tienne parole et fasse ce qu'elle a dit de faire en 1912. Donc ils ont applaudi en 1934 dans ce document, ils applaudissaient encore la France. Et c'est signé par Ahmed Fassi et compagnie, ceux qui se disent nationalistes. Ils ont attendu 1944, le 11 juillet 1944, quand ils ont vu, quand Roosevelt et Churchill étaient passés à Casablanca, ils ont dit à Mohamed V que le Maroc, que nous allons constituer une organisation internationale qui prendrait en charge les désirata des peuples et le droit des peuples à s'autodéterminer. C'est à partir de 1944, Mohamed V avait soufflé donc aux nationalistes, de gens qui étaient là, ce comité national, donc soufflé d'écrire un communiqué, le Bayan, le manifeste de 1944. Et ce manifeste de 1944, pour la première fois, il demande l'indépendance. En 1934, ils applaudissaient l'armée française parce que l'armée française, on voit maintenant, il n'y a plus de Siba, parce que cette résistance que nous appelons la résistance chez les peuples, était pour eux, c'était du Siba. Siba, ça veut dire c'est le chaos, c'est de l'anarchie. Donc c'était une façon d'encourager et de légitimer l'action de l'armée française contre les Berbères. Les Berbères qui ont résisté, les recensements ont été faits, les Berbères ont perdu 700 000 âmes de mort entre les hommes et les femmes, 700 000. De 1912 à 1934. La France aide son armée, c'est 38, les Berbères, c'est 700 000, un sixième de la population. Ils ont payé de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils refusaient l'occupation étrangère. En plus, ils n'avaient que des armes individuelles, alors que la France avait de l'artillerie, de l'aviation, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce... Et en sortant de l'indépendance, et en 1944, donc, ils ont demandé l'indépendance. En 1955, quand ça n'a pas marché, donc Mohamed Younous a été exilé, c'était une façon de dénoncer le protectorat de ce qui a été signé, le traité, c'est une dénonciation du traité. Exactement.
parce qu'il était, donc, parce qu'il était exilé, c'était une forme, c'est une façon de... Non, non, allez-y, ça va. Choisissez, pour moi c'est pareil. Bon, si, c'est bon. Allez-y. Bon, c'est bon. Allez, allez, voilà. ça fait. Et ça, à qui? Ça, c'est à eux deux de choisir. Voilà. Non, c'est bon, il Ah, moi, c'est moi, hein. C'est pareil. Hassan. C'est bon. Allez-y, monsieur. Oui, en 1953, en exilant Benius, c'était la fin de officialisation de la fin du protectorat. Selon la loi, hein, sur l'esprit de loi, donc, parce que c'était le roi légitime, puisque le roi légitime a été exilé, donc ils ont mis, à la fin ça n'a pas marché en 1955, la France était obligée, parce qu'ils ont vu que le soulèvement commençait déjà, oui. Donc, il y avait l'urbain, donc l'urbain Casablanca, Rabat, il y avait la résistance urbaine, et que dans les montagnes, ça se préparait. Donc, ils ont préféré, c'était le gouvernement d'Edgar Faure. Il y avait Boustan et Abdelrahim Bouhabid, qui étaient les représentants ici à Rabat, à Paris, ici à Paris. C'était eux donc, qui parlaient, parce qu'eux, ils n'étaient pas en prison, donc ils étaient ici, ils vivaient à Paris. C'était les représentants du parti d'extrême en France. Ils se sont mis d'accord de se rencontrer en France. Il y avait une délégation marocaine du 24 au 27 août 1955, ici à Aix-les-Bains. Tout le monde connaît peut-être, vous avez entendu parler de Aix-les-Bains, donc les traités de Aix-les-Bains. Ils se sont mis d'accord. De quoi ils se sont mis? Que les nationalistes, parce que la France les appelait nationalistes, vont garantir les intérêts français au Maroc, et la France va se retirer et reconnaître l'indépendance du Maroc. L'indépendance. Dans Oui, il y avait... l'interdépendance. Non, c'était la dernière étape, c'était l'indépendance. Oui, Edgar Faure était... Voyez voir, Edgar Faure, il y avait d'autres qui... Le ministre, le secrétaire d'État à l'époque, c'était Pierre July. Lui, il parlait d'interdépendance, mais finalement, le président... Des documents signés, ou il y avait un document signé? Je n'ai pas, je sais, mais j'ai lu le livre de Pierre July, qui était ministre des Affaires étrangères de la période difficile. Il était s'occuper de la question de Tunisie et Maroc, pour avoir l'Algérie tout seul face à face. Donc il fallait régler le problème de la Tunisie et du Maroc, parce que c'était plus facile que... Donc on attendait, le grand coup c'était l'Algérie. La France ne voulait pas lâcher l'Algérie. Donc ils voulaient à tout prix liquider le problème du Maroc. Et donc ils ont pris les nationalistes, non nationalistes, ici, et la France. Donc les nationalistes ont dit oui aux intérêts de la France, nous allons les sauvegarder. Et la France, en contrepartie, reconnaîtrait ces nationalistes comme étant les seuls représentants légitimes du peuple marocain. Si je peux me permettre, juste parce que avec des juristes marocains, ils m'ont dit que le traité du protectorat, il n'a jamais été aboli. Il est toujours en vigueur. Oui. Il n'y a jamais eu de Je texte qui stipule explicitement la fin du protectorat. Moi aussi, je connais aussi les questions de juriste. Je dis qu'un roi légitime, a été exilé, c'est une forme. C'est une forme parce qu'il refusait de signer les barrières, il refusait de signer. Donc il avait une grève de sceau, il l'a faite, et ils l'ont exilé pour mettre à la place Ben Arafat. Mais Ben Arafat n'avait pas cette légitimité. Et la France, quand même, vis-à-vis du monde entier, savait que Ben Arafat, donc c'était des problèmes, et il y avait des Français qui n'étaient pas d'accord. Donc c'était la mauvaise solution. Ça ne veut pas dire que Youssef a dénoncé publiquement, il ne l'a pas dénoncé, non, il ne l'a pas dénoncé, mais moi, c'est ma lecture, c'est la lecture que je fais moi. En exilant le roi qui est censé être légitime,
Donc c'est une dénonciation, c'est la fin, donc c'est l'ouverture de la résistance à Casablanca, et puis l'armée de libération dans le nord par la suite. Et Ça veut dire que juridiquement, le traité n'est plus en vigueur aujourd'hui. non, mais je n'ai pas la qualité. Non, moi j'ai pas de qualité. Non, mais moi je réponds politiquement des choses. Je n'ai pas la qualité. Je n'ai pas la qualité de dire est-ce qu'il n'existe pas. Donc ce traité, normalement, après, il a cessé le jour où Mohamed Youssouf est retourné au Maroc. Ça veut dire que la France a reconnu l'indépendance du Maroc. Mais les intérêts, je dis qu'à Aix-les-Bains, le parti de Istiqlal a signé, oui, donc les intérêts de la France seront sauvegardés. Mais sous d'autres formes, non plus la forme il faut donc le protectorat, ça une protection, c'est l'indépendance. Donc nous avons pris le temps d'expliquer le problème. Parce qu'à un moment, les gens ne comprenaient pas le problème. Comment on en est arrivé là? Les gens ne comprennent pas comment une majorité de Marocains, des Berbères, donc vivent sous le Maroc central, et puis ils sont menés par le bout du nez par une petite minorité. Comment est-ce que ça est? Donc les gens ne connaissent pas pourquoi. Donc le système barzanien, comment il a été fondé, et comment il a été accaparé par certaines familles. Et donc nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire comprendre? D'abord, que les gens comprennent que notre problème a commencé en 1912, donc on a détruit les structures socio-culturelles des Amazirs, on leur a arraché leurs terres et puis toutes les richesses qui doivent, toutes les richesses naturelles, les matières premières. Donc, leur souveraineté sur les terres, sur les forêts, sur l'eau, aller voir ce qui se passe sur la mer, tout cela fait partie des problèmes qui ont fait que les Imazighanes ont été marginalisés dans le Maroc. Donc nous, dans l'option Amazigh, quand on a expliqué ceci, donc nous avons parlé de l'histoire de 1912. Hein. Je ne vais pas pour l'origine des Berbères ou des Arabes, non, c'est pas ça. Nous parlons des Marocains depuis 1912. Ce qui est arrivé, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est à cause du traité de protectorat. Et puis, après ce protectorat, la France, avant de partir, a passé le relais aux pseudo-nationalistes. Hizb Istiqlal, les gens donc, qui sont l'âme du Marzin. Ce sont eux qui ont fait, donc ce sont eux qui ont permis, donc qui ont suivi, qui ont pris le relais des colons à l'époque, et puis les intérêts, les sociétés, la mer, l'industrie, les banques. Les Berbères, eux, écoute, sois berbère et puis tu ne peux pas arriver, il y a des postes, il y avait un moment, même que je vous en un ministre des Affaires étrangères, un berbère. D'accord. Les militaires, oui. Les militaires, c'est juste parce que c'était des militaires qui servaient jusqu'à 71-72. C'était des militaires. Oui, c'était bien les militaires, les berbères. Et à partir de là, donc ça devient dangereux. Donc même maintenant, l'encadrement n'est plus ce qu'il était avant. Donc il y a une suspicion vis-à-vis de berbères. Et ce que nous voulons dans l'option Amazigh, c'est de donner d'abord confiance à nos compatriotes, qui ne se disent pas, il ne faut pas que les gens croient que séparer les berbères. Ce n'est pas ça. Nous avons dit que l'identité du Maroc, c'est la terre qui la donne. Cette terre-là, tout Marocain, quel qu'il soit arabe, qu'il soit berbère, qu'il soit juif, qu'il soit sahraoui, africain, il est chez lui. Mais nous avons donc cette identité commune, mais il faut que nous reconnaissions les droits des uns et des autres. Et actuellement, les Berbères n'ont pas, ont tout perdu. Donc, il y a des Berbères, il y a la suspicion toujours vous êtes suspect, un Berbère est suspect. Puis il y a des postes qu'il ne peut plus occuper. Il y a des postes stratégiques dans le Marzin.
il y a certains postes, on ne le donne pas à n'importe qui. Il faut être de telle famille où il a toi. Donc, c'est ce que nous voulons casser. Au lieu de me dire des soucis là, pour me dire c'est là-bas, c'est des soucis, ça veut dire c'est le synonyme de avar. Tu parles de quelqu'un, quelqu'un va, tu dis avec souci. Et puis tu dis à Rifin, tu dis attention, méfie-toi, Rifi, قلعي plutôt, قلعي, ديروا قدامكم ما ديروش موراك. Donc oui, donc, ils ont créé une suspicion les uns des autres. Ouais, bien sûr. Et puis, comment ça s'est arrivé? C'est le relief du Maroc qui explique ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des vallées, des montagnes, ce qui fait que les Berbères n'ont pas eu, ils sont toujours sur leur montagne, parce que c'était la montagne qui était stratégique à une certaine époque. Il y a l'eau, les points d'eau, et puis tu as la forêt pour ton cheptel, et puis tu as la plaine qui à côté, c'était des richesses des Berbères. Donc ils se sont retrouvés dans les montagnes. Mais par la suite, depuis que la France nous a fait entrer dans cette... Bon, je dis l'expression de Sarkozy, rentrer dans l'histoire. On n'est pas encore. Ouais, bah, donc c'est la France qui nous a... Bon, donc elle nous a pris, donc elle nous a fait entrer, malgré nous, donc entrer un petit peu dans le monde, dans la modernité. Et depuis, dans la modernité, on s'est retrouvés donc les uns loin des autres, et les gens du mouvement amazigh au Maroc. Ouais. C'est des gens qui ont une conscience. Ils ont une conscience politique. Ils ont une fierté d'être ce qu'ils sont. Et ils se sentent marginalisés dans leur pays. Donc, à partir de là, par leur conscience, ils veulent changer cette situation. Donc, au moins, ils ont le courage de dire que non, ça ne va pas. Et que nous militons. Donc, comment militer? Donc nous avons choisi l'option démocratique. C'est l'option démocratique. Donc, ça, parce que quand je dis l'option démocratique, comme vous avez écrit, donc quand on dit par exemple nous voulons construire la démocratie au Maroc, et bien tous les Marocains veulent, voilà un petit peu, c'est le vœu, c'est le rêve des Marocains de construire. Mais comment y arriver? On peut y arriver que chacun l'aborde de son côté. Les uns l'abordent du côté économique, d'autres l'abordent du côté culturel. Nous l'avons abordé sur le côté identitaire, parce que les problèmes que nous vivons, cette misère au Maroc, viennent du fait qu'une petite minorité s'accapare. Ils ont fait du Maroc... Du pouvoir ils ont fait du Maroc une jungle, et à l'intérieur de cette jungle, le plus fort dévore les autres. C'est la prédation. Tout le monde, il y a des familles, il y a 5%, 6% qui se partagent le Maroc, tout le Maroc. Et ils sont très d'entre eux, ils se soutiennent entre eux. Ils se soutiennent, ils sont d'accord, et le peuple marocain est en train de chouïa qui fait sa route, qui fait sa voie pour arriver un jour à rétablir la démocratie, à arriver à construire une démocratie. Quand vous me parlez tout à l'heure du 20 février, voilà, c'est une tentative des Marocains d'un soulèvement. Donc, à un moment, on croyait que ça y est, c'était fini, puis le 20 février est venu pour nous rappeler que, attention, il y a un soulèvement. Le soulèvement démocratique du peuple est toujours possible pour construire la démocratie. Et puis, c'est aussi une confirmation que les militants sont toujours sur le terrain. Et nous, quand on travaille ce que nous faisons, maintenant notre travail, c'est que nous sommes sur le terrain et on fait face à toutes les difficultés. Quand j'ai dit tout à l'heure, quand la commission nous a invités pour venir discuter avec eux, on dit non. Pourquoi? Parce que d'abord vous êtes désigné. Vous êtes désigné, et puis vous n'êtes pas représentatif. Et ensuite, ce qu'il faut d'abord, c'est discuter un contrat social. Voilà, donc tout est dit, ça c'est notre objectif. Maintenant, les moyens, nous ne pouvons user que des moyens
légitime que nous pouvons. Donc il n'y a pas, nous n'avons pas d'autres moyens, mais notre conviction est ferme. Et ferme, voilà ce que nous voulons. J'ai cité tout à l'heure, si nous avons été à l'IRCAM et puis d'autres, il y a des gens, il y a autres, donc, il y a d'autres fonctions, des gens qui refusent, qui refusent beaucoup d'intérêts, des privilèges à cause de leur... et nous sommes fiers de vivre ça. Quand je vois, j'ai un plaisir de voir Mustafa, par exemple, c'est lui, زرع شي أفكار في المغرب زرعها راه مشات ان جون كان ديك الساعه مشي حتى هو مشي سميتو راه يكون اللي غيكون سميتو مي il a préféré de prendre position. Donc il faut que au Maroc il faut encourager l'action de gens qui font quelque chose de positif pour leur pays, qui aident à éduquer leur pays. Moi je suis pour le petit ouvrier, le petit fallah qui travaille et qui est ferme sur ses droits, qui demande ses droits. C'est quelqu'un qui, ça, tu peux avoir confiance qu'un jour il va aboutir, la démocratie peut aboutir. Donc ce sont des gens, des combats, des gens qui combattent et nous, ce que nous faisons au Maroc, là, nous combattons avec les moyens possibles. Mais avec fermeté et avec conscience. Et nous avons donc c'est tout. Donc, enfin, je sais, parce que quand on est un pays démocratique, vous êtes dans un pays, si vous vivez un pays démocratique, c'est vrai, c'est autre chose. Là, nous ne sommes pas dans un pays, j'ai dit, cette démocratie, il y a une constitution, puis il y a un gouvernement, mais il n'y a rien. Pourquoi j'ai donné l'exemple de tabac? Ça dit, il n'y a rien, Chaourili. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Même on constitue une certaine tamazight et puis non, interdit de parler tamazight. C'est l'absurdité, ça. C'est l'absurde, c'est l'absurde. Est-ce que vous êtes d'accord pour politiser la question à la maison? On l'a toujours politisé. Ah, d'accord. On l'a toujours politisé. Je n'ai jamais, parce que j'ai fait une formation politique, j'étais dans un parti politique, je n'ai jamais travaillé pour la culture. La culture, pour moi, c'était oui, non, c'est pas du folklore, quand même là. Nous avons une culture marocaine. C'est cette culture, donc il faut la mettre en valeur. Donc, pour moi, la mettre en valeur de manière politique. C'est que, parce que la majorité est exclue à cause de la politique, et c'est pas la politique qu'elle doit